Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de LSA Direct. Aujourd'hui, nous parlerons des risques majeurs, de la prévention. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le président du Club algérien des risques majeurs, professeur émérite, professeur Chelrom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, madame, et je vous remercie encore une deuxième fois pour l'invitation. Je vous en prie, c'est à nous de vous remercier. Professeur Chelrom, les risques majeurs, l'Algérie, les risques, donc on en parle au pluriel, donc l'Algérie est confrontée à plusieurs risques. Vous savez, cet aspect des choses, nous l'avons entamé depuis juste après le séisme de Boumardès le 21 mai 2003. Il ne faut pas oublier qu'en l'espace de 4 ans, de 2001 à 2003, disons 3 ans et demi, l'Algérie a été frappée par 4 grandes catastrophes. La première, c'était le 10 novembre 2001, c'est les inondations de Bab el Oued qui ont fait plus de 1000 morts et 150 disparus en 15 minutes, suivi par l'explosion gazière de Skikda, qui a fait également une centaine de victimes. Je ne parle pas des blessés, et puis surtout de l'impact sur l'environnement et les populations. Après, c'était le séisme de Boumardès du 21 mai 2003, suivi quelques mois après par l'invasion acridienne, qui a causé à l'Algérie des pertes énormes matérielles, et sur le plan humain, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'effet, mais sur le plan financier, il y a eu plus de 400 millions d'euros de pertes sèches à cause du manque de prévention à ce niveau-là. Voilà, pour vous donner cet aspect des choses. Donc, en 2003, le gouvernement de l'époque a décidé, il a peur, et puis il a décidé de mettre en place une équipe d'experts, et ils nous ont demandé d'élaborer des mesures préventives, des lois préventives, des lois d'anticipation, sous la houlette du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement de l'époque. Donc, nous avons accepté, parce que nous sommes universitaires, nous sommes experts, et puis nous aimons ce pays. Ce pays, c'est notre pays, qui était en danger. Donc j'avais personnellement rassemblé plus de 100 personnes, toutes filières confondues. Donc tous les aspects des risques majeurs, je vais revenir là-dessus. Et puis on s'est installé au niveau de ce ministère de l'Environnement. Il y avait une grosse partie, si vous voulez, de gens indépendants, de personnes indépendantes, donc qui peuvent réfléchir de manière scientifique et technique. Et il y avait quand même une petite partie du secteur public, des directeurs, des machins, pour essayer d'asseoir, si vous voulez, une loi. Nous avons décidé de mettre en place une loi sur les risques majeurs dans le cadre du développement durable. Chose qui a été faite, c'est la loi 0420 qui a été élaborée sur l'ensemble des aspects. Elle a touché à tout. Depuis les risques géologiques, aux risques climatiques, aux risques industriels et pétrochimiques, et aux risques écologiques. Et nous n'avons pas épargné également les risques qui touchent à la santé humaine, santé végétale et santé animale. Donc c'est une excellente loi qui a été très développée avec plusieurs chapitres, avec plusieurs articles. Pour vous dire, elle a été promulguée, elle est passée dans les deux chambres, votée à l'unanimité, donc c'est devenu une loi. Et j'avais, dans le temps avec mon équipe, proposé 35 textes d'application, parce qu'une loi sans texte d'application, et puis elle a été, si vous voulez, élaborée en parallèle, juste quand on avait démarré. Le SNAT, la loi concernant le schéma national d'aménagement du territoire, a démarré parce qu'elles sont intrinsèquement liées, ces deux lois. C'est une excellente chose. Donc cette loi a été promulguée. Les textes d'application ont été envoyés au gouvernement.
Et puis, je ne vous cache pas, ils sont restés lettres mortes. D'où la loi n'a pas été appliquée in situ, sur le terrain. Et voilà le mal, si vous voulez, qui est subi actuellement, jusqu'à ce jour, par ce pays, parce que nous allons en parler, les conséquences chaque année sur le plan humain, matériel, des différentes catastrophes, des inondations, des séismes, d'invasions acridiennes dernièrement, pour en parler, donc les explosions industrielles et tout ça. Donc voilà, la loi existe, qui définit, si vous voulez, 10 risques majeurs. Elle définit 4 familles de risques majeurs, comme je viens de le dire, c'est-à-dire les risques climatiques, les risques géologiques, avec les séismes, avec les glissements de terrain de grande ampleur. Si je prends Azazga, Tizi-Ouzou, Constantine, El Biar, donc c'est des gros glissements dont il faut tenir compte. Et puis les risques pétrochimiques et les risques touchant à la santé humaine. Nous avons eu le Covid. Le Covid, oui. Voilà. Et nous sommes actuellement, professeur Schleraumont, plein été, et le premier risque, évidemment, qui nous vient en tête, c'est les feux de forêt. Comment vous jugez la politique qui est mise en place? Eh bien, ça c'est une bonne question. Ça fait partie des risques climatiques. Oui. Nous avons tellement parlé de ça, nous avons proposé des solutions plus ou moins applicables sur le terrain aux responsables en charge de ce secteur. Vous savez, les feux de forêt, nous avons tout le nord de l'Algérie qui est concerné par les feux de forêt, et plus particulièrement quelques wilayas où il y a beaucoup de verre, d'espace vert. Elles sont identifiées. Identifiées, tout a été identifié. C'est Béjaïa, c'est Batna, c'est Khenchla, c'est Tizi Ouzou, c'est Médéa. Donc tout ça, c'est cartographié dans la loi. Nous avons fixé toutes les normes, toutes les limites, et nous avons les feux de forêt. Vous savez, les gens parlent de drones. C'est un peu ridicule. Moi, je l'ai dit, au moment où ils parlaient de drone, ils pensent que le drone, vous savez, l'Algérie n'est pas plus forte que les États-Unis, que la Californie. La Californie, l'État de Californie est plus fort que la communauté européenne. Et ils ont eu pour 270 milliards de dollars de pertes dernièrement. Feux de forêt. Tout ça, c'est dû à l'urbanisation débridée, anarchique. C'est comme nous, c'est le cas de l'Algérie, il faut le dire. Et là, vous ne pouvez pas contrôler, vous ne pouvez pas imposer des mesures préventives dans ce cadre-là. Vous voulez dire que ce n'est pas les moyens, ce n'est pas en mettant plus de moyens qu'on aura le moins de feux de forêt. Absolument, peut-être c'est l'inverse. Donc la base, le soubassement de cette prévention des feux de forêt, c'est quoi? C'est l'urbanisation des massifs. Vous savez, c'est l'ouverture des pistes de façon très, très calculée, parce qu'il faut d'abord faire un modèle numérique de tous les massifs, et puis prévoir des ouvertures de pistes là où c'est difficile d'accès. Les points d'eau, parce que des fois, la forêt est loin de la mer. Vous avez beau acheter des canadaires, ça ne marche pas comme ça. C'est des feux de forêt, c'est des points d'eau où il suffit qu'avec quelques seaux pour éteindre, parce qu'il y a Parce que dans les feux de forêt, on le sait, professeur Schleraumont, plus on intervient vite et plus on arrive à contenir la situation. Absolument. Oui. Et puis confiner les agglomérations, les protéger, puis par des choses, vous savez, que nos grands-parents faisaient. Les figues de barbarie, l'Hindi, c'est-à-dire qu'il arrête tout autour des habitations. Voilà, il arrête la propagation. C'est pas fait comme ça, de façon aléatoire. Et puis j'ai fait personnellement 2 ou 3 conférences à l'INES, l'Institut national des études stratégiques globales, qui dépend de la présidence d'ailleurs, où il y a eu une personne experte en agronomie. Elle a ramené ce qu'on appelle le polonia, un arbre qui peut résister jusqu'à 400 degrés
donc qui peut constituer une barrière. Et nous avons proposé ça pour que le Paulownia soit planté. Et l'arbre a été envoyé au ministère de l'Agriculture, la DGF, la Direction Générale des Forêts. Ils sont tellement administratifs, bureaucratiques, que la chose n'a pas été mise en œuvre sur le terrain. C'est ça la problématique. Donc actuellement, voilà. Professeur Schelleroom, comment le regard de l'expert que vous êtes, quel regard vous posez sur la stratégie qui est développée pour essayer de limiter un peu les dégâts des feux de forêt? Vous savez, moi je pense que je vais être direct avec vous, hein, franc. Il y a un gros problème au niveau du ministère de l'Agriculture, parce que la DGF, c'est la seule direction générale qui gère les forêts. Elle est sous-équipée, je pense. Elle n'a pas les capacités humaines nécessaires. On ne gère pas des feux de forêt avec, on ne gère pas des forêts avec de simples agents. Vous savez, on connaît un peu. Donc, il faut des experts, il faut des universitaires, il faut des gens qualité. Et c'est là, ces gens-là qui peuvent mettre en place sur le terrain une prévention résiliente, vous savez, une prévention protective, des mesures protectives, des barrières, parce qu'il faut des barrières. Et ça, il faut que ça soit réfléchi de manière technique. Et les algorithmes existent, les techniques existent. Seulement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les mettre en œuvre. Et c'est là où le bas blesse. Vous savez, à chaque fois on souffre. Et il va y avoir des feux de forêt. Les températures vont augmenter. Mais c'est ça la nature. Oui. La nature, on peut pas lutter contre la nature. On peut prévoir des mesures, des barrières préventives. Donc, il faut mettre en place, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne sais pas, un organisme. Vous savez, ce qui manque ici, c'est un organisme qui coordonne, un haut conseil ou bien un observatoire national de la gestion des crises. Oui. Et ça, c'est un observatoire horizontal qui touche tous les ministères. C'est-à-dire qu'il peut toucher de l'énergie à l'habitat, aux travaux publics, à l'hydraulique, tout ça. C'est la seule solution pour venir à bout de tous les risques, de toutes les conséquences des risques majeurs dans ce pays. Voilà. Parce que, professeur Schelleroom, l'Algérie subit, comme l'ensemble des pays, tous les impacts différents des changements climatiques et il va falloir s'adapter. Vous savez, l'association intergouvernementale qui est chargée justement de suivre et de contrôler les effets des changements climatiques, il y a 2 ans, ils ont classé l'Algérie, le continent. Nous sommes un continent. Vous savez, la superficie, c'est 239 millions d'hectares, avec 4 étages bioclimatiques. C'est un continent. Comme point noir, en matière de changement, c'est cette partie-là d'Afrique qui va subir les plus grands effets des changements climatiques. Donc il faut faire attention. Il fera de plus en plus chaud, probablement. Il va y avoir des pluies torrentielles, des inondations, il va y avoir des invasions acridiennes, il va y avoir des maladies qui concernent les plantes et tout ça. Donc il faut faire très très attention. Est-ce qu'on est préparé à ça? Pour être honnête avec vous, je ne pense pas. Vous n'avez pas ce sentiment? Moi, je m'occupe de ça depuis 2001. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, vous savez, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas un homme adb al-arabi. Moi, je calcule. Moi, je projette des modèles numériques. Et je travaille sur la base de conséquences. Donc, le constat sur le terrain est palpable. Il y a chaque année, si je parle des inondations, 38 chefs-lieux de wilaya inondés chaque année, au moins 2 fois. Les feux de forêt, on en a eu dernièrement à Tizi, à Béjaïa, il va y en avoir. À Khenchela, j'y étais sur le terrain. Donc, et on va passer comme ça régulièrement, pardon de vous avoir coupé. Tant qu'il n'y a pas une stratégie de prévention claire, intelligente, résiliente, appliquée sur le terrain, et là, moi je dirais, tant qu'il n'y a pas l'application rigoureuse de la loi 04-20 qui a été élaborée
En 2003 quand même, oui. Promulgué le 24 ou le 25 décembre 2004, nous savons, avec ces textes d'application, eh bien, on va tourner en rond. S'il devait y avoir aujourd'hui une urgence, professeur Shlorom, c'est la promulgation de des textes d'application. Des textes d'application, oui. Voilà. Pour permettre la réelle mise en œuvre de cette loi. Voilà. Et à ce jour, il y a eu deux textes d'application sur les plans hors sec. Oui. Mais les plans hors sec, ça vient à la fin. Moi, je suis en train de parler de la prévention. La prévention, qu'est-ce qu'elle vous dit dans la loi 04 ? Il est absolument prohibé d'injecter des infrastructures sur des terrains liquéfiables, sur des terrains glissables, c'est-à-dire dans des lits d'oued. Oui. Là, on s'aperçoit. Force est de constater que les gens continuent de construire. C'est dans le lit mineur, parce qu'il y a 3 lits. Il y a le lit mineur, le lit moyen et le lit majeur. Nous avons des centaines de milliers d'habitations et d'infrastructures implantées dans le lit mineur. Et je peux vous donner des milliers d'exemples à Alger. À Alger. Oued Zouawa, Oued Qawish, l'Hamiz, c'est horrible. Et là aussi, ça pose le problème d'urbanisme, professeur Shlorom. Voilà. Oui, parce que finalement, tout est lié. Tout est lié. Et puis l'exemple, vous savez, dans les risques, on travaille avec ce qu'on appelle le retour d'expérience. Donc le retour d'expérience, il est là, c'était 2003. Quand j'ai fait personnellement l'expertise sur la zone sinistrée, tous les bâtiments, je dis, qui ont été érigés en 1999, 2000, c'est-à-dire très récents, se sont effondrés en quelques secondes en 2003. Et puis j'ai donné les raisons. C'est parce que les gens font des modifications, hein, professeur Shlorom, non? Pas forcément? Non, pas forcément. Vous savez, le gros problème, c'est le sol. Ah, c'est le sol. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont construit dans les lits d'oued. Et avec un séisme de 6-8 dans le temps, 6-8, qui est un séisme moyen. Parce que là, nous sommes habitués à des séismes de 7, 7,5. Hein. Si je prends 1716, il faisait pratiquement 7,8, qui a frappé Alger, qui a complètement effacé Alger. Celui de 1790 qui a effacé Oran, il était de 8. Celui de 1565, il était de 8 à Alger. Donc on connaît, c'est des phénomènes récurrents. Et quand je dis, vous savez, quand je dis 1716 ou bien 1300, ou bien, c'est même pas une seconde sur l'horloge biologique. Donc, mais toutes ces personnes qui construisent, professeur Shlorom, elles ont des permis de construire. Oui, avec des certificats d'urbanisme, je les ai vérifiés. Oui, il n'y a rien à dire. Ça pose réellement un problème de fond. C'est pour cela que je vous ai dit, madame, il faut absolument mettre en place un observatoire national chargé de la gestion des crises qui doit tout englober, avec un chef, un monsieur risque, avec des chefs, des monsieur risque ou madame risque au niveau de chaque wilaya, et qui doivent être au-dessus de tout le monde pour pouvoir imposer et permettre l'application de la loi de manière très rigoureuse. Parce que si vous faites, je ne sais pas moi, une abstraction ou là vous faites un passé outre, c'est terminé pour vous. Ah oui. Imposer des règles, professeur Shlorom, avant que la catastrophe n'arrive. Oui. Non, anticiper. Voilà, anticiper. Non. Vous savez, il faut... dans cette gestion des risques majeurs, vous savez, c'est une méthodologie. Nous avons 3 étapes. Nous avons la première étape, c'est la prévention, c'est la plus importante. Elle représente, je dirais, 90% de la sécurité sur les personnes et sur les habitations. La deuxième, c'est l'intervention. L'intervention, elle est faite par la Direction générale de la protection civile. À ce niveau-là, moi je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Je ne vous cache pas, j'étais contre eux, je les ai beaucoup critiqués les années 2008 avec les inondations de Gardaïa, avec tout ça. Et le séisme de Boumerdès, ils étaient complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire ils n'arrivaient pas, c'était des étrangers qui sont venus. Mais l'équipe actuelle, je pense que c'est des universitaires,
et ils ont eu des moyens, ils ont mis en place tout un système d'intervention très très rigoureux et très résilient, je pense. Donc, et la troisième phase, c'est le relèvement. Le relèvement, c'est un peu la prévention, il faut le rappeler, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Le relèvement, c'est les collectivités locales. Et ce qu'on appelle dans ce pays le croissant rouge. Ailleurs, on appelle ça la Croix-Rouge. Oui. Alors, vous savez, j'ai beaucoup de contacts avec les experts de la Croix-Rouge. C'est des gens très experts, très, très documentés, très bien formés, de hauts universitaires dans le domaine de la gestion des risques, de la gestion des catastrophes, dans le cadre du développement durable. Et puis, comment ils interviennent après une catastrophe. Tout est compartimenté chez eux. Tout est technique, tout est compartimenté. Et là, pour moi, c'est un mystère. Le croissant rouge, pour moi, c'est un mystère. Vous souhaiteriez qu'il y ait un peu plus de... Moi, non, je souhaite que ce croissant rouge doit relever de l'Observatoire national de la gestion des crises. Il doit faire partie de cet observatoire, comme ça, il sera directement responsable. Là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. On ne connaît pas le responsable, la formation de ses responsables, le parcours, l'expérience. Et là, c'est impitoyable dans le cas d'un gros séisme à Alger, par exemple, de 7. Comment on va faire? Il va falloir pouvoir intervenir. Absolument. Oui. Et rapidement. Comment sauver les gens, comment mettre les gens sous les tentes. C'est ça le travail de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge. Professeur Schlorem, on se souvient tous, parce que ça a été quand même traumatisant pour les Algériens, du séisme de Boumekdes ou des inondations de Bab el-Oued. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les leçons de ces deux catastrophes sont tirées? Est-ce qu'on a tiré vraiment les enseignements? Vous savez, pour le séisme, juste après, il y a eu l'addenda 2003, c'est-à-dire, j'ai fait partie de la commission, il y a eu une révision des règles parasismiques qui se sont avérées pas très efficaces, puisqu'il y a des bâtiments qui ont été conçus avec les règles parasismiques de 1980 et 88, 1999, et le bâtiment s'est effondré. Donc on a repris ça. On a essayé de modifier très rapidement, c'était juste après le séisme, on a appelé ça l'addenda 2003, c'est-à-dire la rectification, pour essayer de colmater les brèches et permettre aux gens de construire beaucoup plus résistants, beaucoup plus résilients. D'accord? Mais dernièrement, il y a eu le RPA 2024 qui a été élaboré par le ministère de l'Habitat. J'ai eu beaucoup de réserves, parce qu'il est venu comme ça, alors qu'une réglementation, vous prenez l'Eurocode 8, c'est la réglementation parasismique européenne, ou bien vous prenez l'UBC des États-Unis, californien, ou vous prenez le règlement japonais, vous savez, c'est des équipes de 1200 personnes experts dans chaque partie de la construction qui sont impliquées et qui travaillent H24 pour trouver la valeur d'un paramètre. Là, il ne s'agit pas de copier. Vous prenez le règlement chinois, le règlement japonais, et puis vous prenez le alpha. Là, il est pris à 1,5, là, il est pris à 2. Donc, on va faire la moyenne arithmétique. Là, ça ne marche pas comme ça. Parce que la morphologie qui est différente, les sols sont différents, la géologie est différente, le type de construction est différent, voilà, et le type de séisme est différent. Ça dépend, ici c'est superficiel, au Japon c'est profond, donc là c'est dévastateur. Est-ce qu'aujourd'hui on construit systématiquement antisismique, professeur Schlorem? Officiellement on construit, officiellement, mais la réalité c'est tout autre. Parce qu'il faut beaucoup de suivi, il faut beaucoup de contrôle, vous savez, il y a un seul organisme de contrôle, le CTC, mais il contrôle les plans. Et encore, il est dépassé. Et puis, il faut d'autres
un autre niveau, Oui. parce que les ouvrages d'art ont évolué. Vous prenez par exemple des silos de grande ampleur, là c'est différent des viaducs, c'est pas comme un bâtiment. Oui, oui, oui. Alors, Et pour les inondations, professeur Chelrom, est-ce qu'on a retenu les leçons? Parce que là, on parlait du sismique. oui, les inondations, qui est un risque qui touche pleinement l'Algérie du nord à l'extrême sud. Mais on le voit même dans le sud du L'extrême pays. sud, Oui, oui, oui. Dernièrement à Béchar, j'y étais à Béchar, donc il y a, je pense que, vous savez, la problématique est posée à la base. Oui. Si vous ne réglez pas la prévention à la base, les inondations, c'est les oueds. Oui. Les oueds sont pleins de gravats. Plein de gravats, des pneus, des machins, c'est-à-dire ils sont pas nettoyés. Il faut d'abord nettoyer les oueds, les voies de circulation de l'eau. Et peut-être, j'avais proposé de mettre en place des grands lacs, comme à Béchar, faire des infrastructures de base, comme ça, quand il y a de grosses inondations, en plus du barrage, nous aurons des grands lacs. Parce que c'est beaucoup d'eau qui tombe, Oui. à Tamanrasset et tout ça. Donc, mais il n'y a pas de... Vous savez, tout revient à l'organe. Alors, oui. Il n'y a pas de coordonnateur, de chef d'orchestre. Oui. Voilà, il n'y a pas de chef d'orchestre. Oui. Et puis, vous savez, la gestion des risques majeurs, beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas un jeu de dames, hein. Ce n'est pas un jeu d'échecs. C'est très, très dangereux. Vous avez les derniers chiffres des États-Unis. Vous avez le séisme de Fukushima. Fukushima, c'est au Japon. Ils parlent du Japon. Ça leur a coûté 350 milliards de dollars à ce jour de pertes, plus une zone irradiée pour 2000 ans. Fukushima. Et finalement, professeur Chelrom, en l'absence d'un chef d'orchestre en mesure d'organiser tout ça et de bien gérer, quand il y a une catastrophe, finalement, qui c'est qui est aux premières loges? Qui c'est qui prend Vous savez, je vais vous répondre, parce que moi, j'y vais. Oui. C'est la protection civile, les pauvres. Oui. C'est la protection civile. Ils envoient la protection civile. Il y a un bonhomme qui tombe dans le puits. J'y étais, Amsila, Ayesh. C'est que les gens se sont acharnés contre les agents de la protection civile, comme si c'est eux les responsables. Il y a eu même des morts. Ils ont poussé des gens dans des égouts qui sont morts, dans les agents de la protection civile. Ils les ont poussés pour sauver, soi-disant, un des habitants. Ils sont en première ligne avec les moyens qu'ils ont. La réalité, ils n'ont rien à voir avec la prévention. Ils n'ont rien à voir. La prévention, professeur Chelrom, c'est notre talon d'Achille. C'est le talon d'Achille, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous l'avons rappelé à plusieurs reprises. Rien n'a été fait. Depuis 2011, je vous donne les chiffres, ils ont installé, nous avons proposé une délégation au risque majeur en 2004. Oui. 2004. Et j'avais, avec toute l'équipe, j'ai dit, voilà, cette délégation doit dépendre du président de la République. Comme ça, elle aura, ou du Premier ministre, minimum, elle aura de l'autorité. Ils ont attendu 2011 pour la mettre comme direction au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous savez. Et depuis 2011, elle est là, inexistante. Elle est responsable de la prévention, elle ne fout rien. Et à ce jour, ils ont pris la loi 0420, qui est la loi originale, et puis ils ont modifié la syntaxe, les termes. Mais le fond est resté le même. Alors que le but, c'était quand même de doter cette délégation d'un maximum de pouvoir pour pouvoir... D'abord, il faut l'équiper, il faut l'encadrer avec des experts. Oui. Il n'y a pas. Vous savez, des administratifs, c'est des administratifs. Et puis, il faut qu'elle soit libre, qu'elle soit frontale, qu'elle propose des mesures résilientes. Qu'elle soit sur le terrain. Et qu'elle ait aussi une marge de manœuvre, et qu'elle puisse dire que ça ne va pas quand ça ne va pas aussi. Absolument, et qu'elle puisse dire à Monsieur le Président de la République, parce que là, tout le monde est concerné. Vous savez, un gros séisme, c'est tout le monde qui sera perdant. Il ne faut pas oublier, il y a un autre point que vous devez... C'est le vieux bâti. Il y a 1 450 000 bâtisses, le vieux bâti. Le vieux bâti n'a pas été conçu, il faut le dire, par les Français, parasismiques. Les règles à travers le monde n'existaient pas.
en 1900, 1920, c'est le haussmannien là. Oui, oui. Donc il faut prévoir une réglementation qui conforte, qui renforce, parce qu'il faut le conserver, le bâti colonial. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Nous, on sait le faire, puisqu'avec mon équipe, nous avons beaucoup de bâtiments à Mostaganem, de vieux bâtiments haussmanniens, ici à Alger, à Hassiba et tout ça, que nous avons renforcés et qui sont maintenant parasismiques. Et ça n'a pas pris beaucoup de... On n'a pas peint. On a commencé à partir des fondations, les planchers, les voûtins, on les a. Et maintenant, c'est des bâtiments qui sont plus résistants que les bâtiments récents. Je peux vous assurer ça. On a beau, professeur Schelleroom, on ne peut pas prévoir un séisme, une inondation, enfin quoique, les inondations, on peut un peu s'y préparer, mais il va falloir quand même être prêt à faire face. Ah oui, anticiper. Sommes-nous prêts? Honnêtement, je ne pense pas. Oui. Parce que moi, tant que c'est le palpable, c'est le constat sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Vous savez, je vous donne l'exemple sur le parasismique. Il y a eu les silos stratégiques de Corso qui ont été cisaillés par le séisme de 2003. Oui. On les appelle silos stratégiques. C'est 1 250 000 quintaux. C'est beaucoup de stockage. Oui, bien sûr. Et rien, parce que personne ne pouvait faire ça, c'était abandonné. Tout le site de Corso était abandonné. C'est un site où il y a 400 personnes qui travaillaient. C'était désert. Et avec la sécurité alimentaire, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de lieu de stockage dernièrement. Donc ils nous ont sollicité et je l'ai fait. Et maintenant, il est fonctionnel depuis août 2024. Donc les solutions existent. Les solutions il a existent. été inauguré par l'ancien ministre de l'Industrie et tout ça. Et les gens ont été recrutés. Et voilà comment on crée la richesse, on crée le travail, on crée la sécurité alimentaire. Et là, il faut ce type de comportement, il faut le généraliser à travers tous les silos. Ils datent de 1970, 60, ils sont dans un état déplorable, un peu partout. Et les risques industriels, professeur Schelleroom, est-ce qu'on y pense? Eh bien, les risques industriels, normalement, vous savez, les risques industriels, c'est beaucoup plus ciblé, puisque ça relève directement des entreprises concernées. Vous avez Sonatrach, vous avez JICA, vous avez les gros holdings industriels. Il y a dans la loi 0420 toutes les démarches, le système CVSO, comment le risque chronique, le risque accidentel, les PPI, les plans particuliers internes, les POI, les plans d'organisation interne, tout ça doit être mis en place au niveau d'une raffinerie, au niveau d'une usine à risque. Il y a 60 établissements à grand risque majeur dans ce pays. Donc, et là, je reviens toujours, il faut une autorité qui puisse contrôler tout ça avec beaucoup d'experts. Donc, un Wali ne peut pas faire ça. Un Wali, c'est un petit administrateur. D'accord? Il peut pas, il est dépassé, on les a vus. Un ministre, ce n'est pas son travail. C'est comme si je viens prendre votre place. Oui. Je ne peux pas la prendre parce que je ne suis pas journaliste. Oui. C'est ça la problématique qui est posée dans ce pays. Et la pollution, professeur Schelleroom? C'est un gros risque. C'est aussi un gros risque. Oui, c'est les risques climatiques. Oui, oui. Les risques climatiques, la pollution, vous savez, si on arrive à régler le problème justement du trafic routier, avec le problème des voitures, le problème des camions, vous savez, des bus qui datent de 1962. On les voit avec énormément d'émissions. Personne ne s'en soucie. Personne. C'est déjà, je dirais, 50% de la solution. Donc, professeur Schelleroom, pour résumer, si on veut s'en sortir, parce que les risques sont là, ils sont importants, il y a des risques sur la vie humaine, sur les infrastructures, on doit s'y préparer. Et pour s'y préparer, il faut de la coordination. Il faut absolument cet organe qui puisse chapeauter tous les... Et qui soit au-dessus de tout le monde. Oui. Vous savez, il y a cette
triptyque, si vous voulez, pour nous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit il faut savoir pour prévoir afin de pouvoir. Donc le pouvoir, c'est-à-dire il faut d'abord prévoir, et pour prévoir, il faut savoir. Oui. Il ne s'agit pas de tâtonner. Vous savez? Très bien. Et je dois vous rappeler une chose Oui, avant de truc. oui. C'est la gestion et la prévention des risques majeurs relève de la sécurité nationale. Dans chaque pays, c'est comme ça. Ça ne peut pas relever d'un petit responsable. Ou d'une petite direction impossible, sous la coupe d'un ministère. Impossible. Je l'ai dit dans la conférence en 2022. Il y avait une grande conférence de 3 jours qui a été organisée par le ministère de la Défense nationale au cercle militaire sur la gestion et la prévention des risques majeurs avec la coopération, c'était bien, civilo-militaire. Oui. Donc j'avais donné la plénière et ce que je leur ai dit devant le chef d'état-major, tous les responsables, ils étaient tous d'accord avec moi. J'aurais souhaité qu'il y ait... Il ne nous reste plus qu'à espérer, professeur Chilrom, que la voix des experts comme vous soit entendue. Je l'espère. C'est comme pour la sauvegarde des gens, c'est tout. Tout à fait. Parce que là, c'est horrible quand, si vous avez été sur place le 21 mai au soir 2003, c'était terrible. Terrible. Et ça, c'est 6,8, c'est petit. Il était à 15 km du côté de Zemmourine. Donc, quand il est arrivé à Boumerdaz, il était à peine à 6. Imaginez un séisme de 7 qui frappe une grande métropole algérienne. C'est ça l'anticipation. Il ne faut pas dire B'id Char. Oui, B'id Char, mais là, il faut s'y préparer. Il y a un truc avec lequel je termine, je ne suis pas très fort en arabe. Dans le Coran, il y a un machin, je n'ai pas mon... Il dit comme le tahlouka, c'est le risque. Le Rabbi subhanahu, il dit que il y a في القرآن. Oui. Normalement, n'appliquez pas, mais appliquez le Coran, c'est tout. N'appliquez pas ce que je dis. Excellent, professeur Chilrom, en vous remerciant pour toutes ces informations précieuses. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, une nouvelle émission. Merci d'avoir été avec nous.